de cette Covid-19 en ce début d'automne 2020. Je suis moi-même un médecin épidémiologiste. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève et j'y dirige l'Institut de santé globale, qui est donc un institut assez interdisciplinaire qui s'intéresse aux problèmes de santé un peu complexes, en particulier comme celui de la Covid-19. Mon profil personnel est de l'épidémiologie théorique, c'est-à-dire en particulier de la modélisation mathématique pour la compréhension des épidémies. Mais j'ai bien compris que vous n'êtes pas tous des mathématiciens nécessairement et que on allait parler de façon la plus intelligible possible, mais surtout n'hésitez pas à m'interpeller si certains concepts ou certaines notions ne sont pas clairs à vos yeux. L'idée, c'est que chacun puisse comprendre cette conférence de toute façon. Voilà. Alors, j'ai préparé quelques diapositives parce que certaines sont des bonnes illustrations de la situation aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la situation épidémiologique, il y a maintenant une huitaine de jours, en fait, on actualise, on tient avec notre Institut de santé globale, avec les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, tiennent quotidiennement un site, une sorte de tableau de bord qui donne des prévisions à 7 jours pour 209 pays dans le monde, qui rapportent ces données soit à l'ECDC, soit au Johns Hopkins University. Et on fait des cartes tous les 15 jours qui sont mises à jour de la situation épidémiologique, en particulier de la circulation du virus. Ici, vous voyez, alors, si je prends les Amériques, en particulier l'Amérique du Nord, on voit, d'abord, dans l'Amérique du Sud, on voit une situation qui reste très rouge, c'est-à-dire très, très active encore, de l'épidémie, à part un tout petit pays, un îlot de prospérité et de sérénité vis-à-vis de la Covid-19 qui est l'Uruguay. Mais tous les autres pays ont encore des incidences très élevées de maladies, mais aussi de mortalité. Le Mexique semble commencer à s'en sortir. Les États-Unis sont un petit peu contrastés au sens où j'essaye de... En fait, il faut que je prenne ma souris. Voilà. On voit ici une carte un tout petit peu plus détaillée par État des États-Unis, où on voit que dans la côte Est, le Vermont et peut-être quelques États alentours sont un tout petit peu épargnés aujourd'hui par la vague pandémique, mais il semble d'ailleurs qu'ils aient, un peu comme nous en Europe, une vague qui apparaisse. Alors, en Europe, la situation aussi est un peu contrastée. Si on regarde par région européenne, on voit une situation qui est particulièrement difficile en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Benelux et au Danemark, aussi en Autriche, en République tchèque. En Suisse, on voit que ça commence également. Et puis, dans l'Est, la partie Est de l'Europe également, on voit démarrer peut-être une seconde vague, on en reparlera. Si on reprend les autres régions du monde, on voit l'Inde en particulier, le Népal aussi, qui est sujet à une vague assez importante, avec une mortalité qui reste relativement, qui est forte en nombre, parce que l'Inde est évidemment très très peuplée, mais qui reste plus basse que des taux de mortalité qu'on a pu connaître, peut-être dû à la démographie, qui est une démographie assez jeune en Inde. Et puis il y a toute la partie d'Asie du Sud-Est et d'Océanie qui est plutôt du côté calme. L'Australie, on va revoir, a connu une vague hivernale, mais l'a maîtrisée. Et puis l'Afrique, mais je vais y revenir également. Il y a donc des dynamiques très, très différentes. Je vous donne un peu la situation, ça ne va pas être que des courbes, cet exposé, mais je pense que c'est quand même important qu'on voit un petit peu les dynamiques. Vous voyez la dynamique du Royaume-Uni actuellement, qui connaît une vague, comme toute l'Europe de l'Ouest en réalité, comme l'Espagne, comme la France, probablement comme la Suisse, qui est en train de démarrer un peu plus tard,
Même l'Italie aussi est en train de démarrer et l'Allemagne devrait suivre, la Suède aussi. C'est une deuxième vague un peu paradoxale puisque finalement vous ne voyez pas la même augmentation. En haut, vous avez les cas et en bas, vous avez la mortalité. Au milieu, c'est ce qu'on appelle le R, j'y reviendrai. Les cas, vous voyez une première vague qui est une vague entre mars et avril, puis l'été très calme, en particulier aucune mortalité, et puis un démarrage qui apparaît à la fin de l'été et qui est de plus en plus important. Si on regarde la mortalité, on a l'impression qu'il n'y a rien. En fait, si on fait un petit effet de loupe, on va voir que la mortalité redémarre à peu près comme elle redémarrait au mois de mars. C'est ça qui est préoccupant parce qu'on ne pourra pas parler de seconde vague si on n'a pas conjointement, en tout cas c'est la définition que je propose, qu'on ait conjointement une augmentation des cas et de la mortalité. Alors en Inde, la situation est différente. Il y a une augmentation des deux, des cas et de la mortalité, et qui n'est pas exponentielle, qui n'est pas flamboyante, qui est plutôt une augmentation un peu sourde, une tendance forte. Il est possible aussi que les données venant d'Inde ne soient pas d'aussi bonne qualité, il y a moins de testing que les données européennes par exemple. Et puis si vous regardez la courbe des USA, elle est assez différente de la courbe européenne. Et en particulier, ce qui se passe aux USA, c'est qu'il n'y a pas eu cette sérénité ou je dirais ce répit estival que nous avons connu en Europe de l'Ouest, que vous voyez en Grande-Bretagne par exemple. Il n'y a pas de vraie redescente, il y a un début de redescente, puis ça redémarre. Et la mortalité, elle, ne paraît peut-être pas très élevée quand on la voit comme ça, c'est des effets d'échelle. En fait, la mortalité est très élevée, est restée très élevée aux États-Unis. L'Australie, je voulais vous en parler parce que l'Australie, pour nous, est une sorte de sentinelle dans l'hémisphère sud. Très utile pour nous, si je puis dire, en tout cas très informative parce qu'elle a un niveau de santé, elle a un système économique et social qui ressemble à ceux d'Europe de l'Ouest en particulier. Et l'Australie est dans l'hémisphère sud, donc a connu un hiver. L'Australie a connu une première vague entre mars et mai, comme la nôtre, on va dire, et puis elle était très proche de la Chine, elle a fait très attention assez rapidement de se protéger contre le risque d'intrusion du virus sur son territoire, et elle a eu un confinement et elle s'en est très bien sortie, elle a très bien contrôlé les choses. Au mois de mai, elle est sortie de son confinement. Au mois d'août, le 4 août, elle a reconfiné une région entière, un État entier, qui est l'État de Victoria, c'est la région de Melbourne, 5 millions d'habitants, pour une épidémie que l'on voit ici, début août, était flambante et était non contrôlable et non contrôlée et a nécessité à nouveau un confinement donc, de Melbourne qui a été très réussi sur le plan sanitaire puisque l'épidémie a été rapidement jugulée et aujourd'hui on est à nouveau dans une situation très paisible. Donc l'Australie montre peut-être ce que nous risquons nous d'avoir en Europe dans ces mois de saison froide. Sans que je puisse le prédire, en fait, ce que je vous ai montré jusqu'à présent et ces prévisions que nous faisons avec les écoles polytechniques suisses sont des prévisions à 7 jours et on se refuse de faire des prévisions au-delà. On pense qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Un peu comme vous ne croiriez pas aujourd'hui quelqu'un qui vous dirait quel temps il fera exactement le 15 novembre. Alors, l'Afrique, j'avais dit que j'y reviendrais parce que l'Afrique a une situation qui est un peu particulière, y compris dans ses couleurs. On voit qu'en Afrique du Nord, il y a du rouge, donc on a une situation en Afrique du Nord, j'ai montré à droite de la diapositive la situation du Maroc, on a une situation qui ressemble quelque part à celle de l'Europe, avec une montée dans ces États d'Afrique du Nord qui sont assez touristiques, une montée post-estivale qui est importante et qui, ici, s'accompagne aussi d'une montée de la mortalité. L'Afrique du Sud, c'est un peu l'opposé, c'est à gauche, c'est aussi dans l'hémisphère sud, et l'on voit une vague. Ils n'ont pas eu la première vague de mars et de mai, mais ils ont une vague, vous ne voyez peut-être pas bien les échelles, mais c'est une vague très contemporaine de celle qu'a connue l'Australie, assez importante, une vague
J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, l'Australie avait connu une vague 3,5 fois plus importante que celle de l'hiver. Ici, il n'y a pas eu de vague de celle de l'été, pour eux, pardon, que nous avons connue entre mars et mai. Et en Afrique du Sud, c'est une grosse vague, mais sans point de comparaison. Grosse vague également en termes de mortalité. Et puis au milieu, vous avez l'Afrique subsaharienne. Et cette Afrique subsaharienne, eh bien, elle ne fait pas beaucoup de tests. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas interpréter ces données. Et nous, on la met en gris. Mais tout autour, il y a quand même des pays, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Éthiopie. Plusieurs pays sont des pays qui sont tous verts. C'est-à-dire que quand l'Afrique fait des tests, l'Afrique subsaharienne fait des tests, eh bien, il n'y a pas une activité épidémique très intense. Alors, la question est de savoir pourquoi l'Afrique ne connaît pas la vague épidémique que nous connaissons tous. Et face à cette question, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que simplement, ils ne testent pas suffisamment pour qu'on le voit? La plupart des experts, y compris les Africains, je connais bien Amadou Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, qui craignait une très grosse vague. Il craignait en particulier, pas forcément une plus grosse vague que nous en Europe. Il disait, quand je voyais ce que vous subissiez en Europe au mois de mars ou d'avril, à Bergame, en Italie, il voyait les images à la télévision, comme tout le monde. Il se disait, et puis quand il a vu New York après, il se disait, mais avec leur niveau de développement, ils souffrent énormément. Ils ont presque atteint la saturation de leurs hôpitaux. Comment nous, qui avons si peu de lits de réanimation, si peu de ventilateurs, si peu de personnel équipé, des personnels assez mal protégés aussi, comment on va subir cette onde de choc? Et il me dit, force est de constater que l'onde de choc n'est pas encore arrivée, ou n'est pas arrivée en tout cas à ce jour. Et ce n'est pas simplement le manque de données, il ne semble pas. Et si vous interrogez les gens de l'OMS à Genève, si vous interrogez les diplomates, ils ne rapportent pas que dans les pays où ils sont, ils voient, ou avec lesquels ils ont des contacts, ils voient une situation très tendue sur le plan sanitaire en Afrique. Donc probablement, l'activité pour l'instant est faible. Est-ce qu'elle le restera? Personne ne le sait. Comme je vous dis, nous, en tout cas, on ne peut pas prévoir au-delà de 7 jours, et encore moins dans les pays où on n'a pas beaucoup de données. Alors, quelles pourraient être les raisons qui expliqueraient pourquoi l'Afrique serait relativement épargnée par la Covid-19? L'une des raisons que souvent les gens évoquent, c'est le climat. Ben oui, c'est une maladie un peu comme la grippe, elle survient là où il fait froid, c'est-à-dire l'hiver en particulier, dans les zones tempérées du globe. Alors, c'est une fausse impression ou une méconnaissance de la grippe, notamment, et aussi d'ailleurs de la Covid-19. La Covid-19, elle a sévi au Brésil, pas uniquement dans les zones tempérées, elle a sévi au Brésil, mais aussi à Singapour, et dans des endroits qui sont équatoriaux, où il fait tout à fait chaud, avec des très grosses épidémies. Elle a sévi tout l'été au Mexique, en Amérique du Nord, en plein cœur de l'été, donc ce n'est pas une maladie strictement hivernale. Et puis, la grippe est connue pour sévir un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Quand on la cherche, on la trouve. Donc, l'influence du climat est certes favorable quand il est froid dans les zones tempérées aux épidémies de maladies respiratoires virales, comme la grippe ou la Covid-19, mais elle n'est pas une condition bloquante en cas de climats équatoriaux ou intertropical. Donc, l'influence du climat, on n'y croit pas. Le rôle de la démographie est peut-être très important, lui. Ça peut être un facteur. Est-ce qu'il est le seul facteur explicatif? Ce n'est pas certain, parce qu'il est vrai que la médiane d'âge, qui est donc 50% des gens, ont moins de 18 ans sur le continent africain, ce qui n'est pas du tout la même médiane d'âge que nous avons dans les divers pays d'Europe, ou même d'ailleurs aux États-Unis ou en Chine, où elle est beaucoup plus élevée qu'en Afrique. Alors, la médiane d'âge, l'âge pourrait jouer un rôle parce que les jeunes, on le verra tout à l'heure, sont beaucoup moins atteints sur le plan de la gravité et de la mortalité en particulier que les personnes âgées. Ils ne sont pas forcément moins atteints, mais ils ne représentent pas un problème de santé publique majeur chez les moins de 40 ans, on va dire.
Donc, ce n'est pas tout à fait impossible. Ce qui ne va pas très bien avec le rôle de la démographie, c'est des pays comme l'Inde, qui d'ailleurs ne sont pas du tout tempérés, pour une bonne partie de l'Inde, et qui connaissent des épidémies très fortes de Covid-19 en ce moment. Donc, qui ont aussi une médiane d'âge très jeune. Donc, ce n'est pas totalement convaincant, mais probablement ça joue un rôle. L'immunité croisée, ça voudrait dire que d'autres virus circuleraient et auraient laissé une empreinte immunitaire, c'est-à-dire une mémoire immunitaire dans la population qui la protégerait contre la Covid-19. Si c'était vrai, on a envie de dire ça se saurait un peu. On aurait un peu cette impression que des personnes, pourquoi simplement l'Afrique, mais peut-être, bénéficieraient d'une sorte d'immunité qui les protégerait. Aucun travaux aujourd'hui publiés ne montre qu'il y a ce type d'immunité qui protégerait quelque partie de la population que ce soit. Et puis enfin, la prédisposition génétique protectrice, c'est quelque chose qui existe. Le paludisme est une maladie où les Africains originaires d'Afrique, vivant en Afrique, ont souvent des gènes qui les protègent en partie de la sévérité du paludisme. Alors, le paludisme est très important et le premier, je dirais, continent, enfin, en termes de mortalité, le continent qui paye le plus lourd tribut au paludisme, c'est l'Afrique. Donc, ce n'est pas une protection d'abord qui est totale. Et ensuite, ça n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement convaincant pour la Covid-19 quand on sait qu'aux États-Unis, où il y a une population noire importante, eh bien, la population noire a plutôt plus souffert que la population blanche, et c'est plutôt un facteur de risque aux États-Unis et dans la Caraïbe qu'un facteur protecteur. Donc, on ne comprendrait pas très bien ce facteur protecteur génétique. Par ailleurs, j'ai un souvenir personnel, un souvenir, je me souviens très bien moi-même qui m'occupais de l'épidémiologie du VIH dans les années 80, que quand le VIH, le sida a émergé dans le monde, on disait que, on s'était rendu compte que les pays d'Asie étaient peu atteints par le VIH, et les gens disaient, en fait, c'est parce que certains Asiatiques, je me souviens de Japonais qui disaient, mais nous on est protégés, les Asiatiques sont protégés contre le VIH, c'est génétique. En réalité, force a été de constater que malheureusement, aucun pays du monde n'a été épargné par la pandémie du VIH et du sida, et que très rapidement, à partir des années 86-87, il a déferlé en Thaïlande, au Japon, comme partout. Donc, la prédisposition génétique, elle est possible, mais elle n'est pas du tout certaine. Par ailleurs, on a vu aussi que l'Afrique du Sud a souffert d'une vague très, très, très importante cet hiver, comme je l'ai dit. Alors, je voudrais maintenant qu'on se penche sur la façon de riposter. Comment les pays ont trouvé des moyens pour contenir la vague, pour l'aplatir, pour en limiter les conséquences. Et pour ça, je voudrais avoir recours à ce qu'on appelle l'épidémiologie théorique. Je vous ai dit que c'était un peu ma discipline. Et en fait, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, ce fameux R0. Peut-être certains d'entre vous sont un peu familiers avec cette notion. Le R0, c'est le taux de reproduction de base. C'est pas un paramètre qu'on peut mesurer, c'est un paramètre qu'on peut calculer avec des modèles mathématiques. Donc, c'est vraiment très théorique. Mais il se trouve qu'il a quand même une signification très, très pratique. Le taux de reproduction de base, c'est le nombre de personnes que vous infectez quand vous-même vous êtes infecté. Donc, si j'ai la Covid-19, à combien de personnes je vais la transmettre? C'est un peu, pour vous dire, l'échelle de Richter des maladies transmissibles. La grippe, c'est 1,5. On sait que la grippe a un taux de reproduction de 1,5. C'est-à-dire que si j'ai la grippe, je la transmettrai pas à tant de monde que ça, finalement, à 1,5 personnes. La rougeole, c'est 25. Si j'ai la rougeole, évidemment que tout le monde, c'est R0, c'est si tout le monde est susceptible, c'est au temps zéro d'une épidémie. Si tout le monde est susceptible dans la crèche et que le petit enfant a la rougeole, si personne n'est vacciné, ça veut dire, et si personne ne l'a eu, eh bien, le petit enfant va la transmettre à 25 autres enfants. Eh bien, pour la Covid-19, on dit que c'est entre 2 et 3. Ça veut dire que si j'ai le SARS-CoV-2, alors SARS-CoV-2, c'est le nom du virus, et Covid-19, c'est le nom de la maladie. Vous savez, VIH, c'est le nom du virus de l'immunodéficience humaine,
alors que AIDS ou SIDA, pardon, c'est le nom de la maladie. Donc c'est souvent qu'on a un nom différent du virus et de la maladie. Eh bien, si je suis infecté par le SARS-CoV-2, je vais le transmettre à 2 ou 3 personnes dans ma vie d'infecté par le SARS-CoV-2, par la COVID. Et il faut bien comprendre que ce que je dis là est une moyenne. 2,5 ou 3, c'est une moyenne. En réalité, probablement, en réalité, ça suit une distribution statistique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont transmettre à 0 personne parce que simplement ils sont confinés ou qui n'ont pas de raison de transmettre, ils n'ont pas beaucoup de contacts à très haut risque. Puis il y a des gens qui vont transmettre à 1 personne, puis à 2, etc. Et il y a des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent transmettre à 25 personnes, comme nos petits-enfants de la rougeole. Ça arrive aussi avec la Covid, on l'a vu dans des chorales, on l'a vu dans des abattoirs, on l'a vu dans des classes d'ailleurs ou dans des fêtes de famille. Alors, ce R0, on peut le déployer sous une forme d'équation mathématique très simple, qui est le produit de 3 paramètres, bêta, C et D. Bêta, c'est la probabilité de transmission. Je suis obligé de rentrer un tout petit peu. On va ouvrir le capot et on va regarder le moteur. Un tout petit peu, ça va être utile. Bêta, c'est la probabilité de transmission du virus entre 2 personnes. Si je suis en face de vous, quel est le risque? C'est quoi? C'est 100%? Probablement pas. Vous voyez, c'est 50%. Voilà. Puis si je mets un masque, ça va tomber à combien? À 10%. Bon. C'est le nombre de contacts, en fait, de contacts à risque. Si je suis dans on va dire dans une salle de classe et que je donne un cours, j'ai des contacts à risque avec les gens avec qui je suis pas trop loin, pas trop éloigné. On va voir que cette notion, d'ailleurs, peut être toute la classe entière si on considère qu'il y a des aérosols qui peuvent transmettre. Mais, grosso modo, c'est ça mon nombre de contacts. Et puis, l'intervalle de génération, c'est un peu plus compliqué comme notion, mais on va simplifier et dire c'est la durée de la période contagieuse. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'en occuper beaucoup aujourd'hui parce que c'est que des traitements et des vaccins qui pourraient diminuer la période de la contagiosité. Aujourd'hui, on n'en a pas suffisamment efficace à proposer pour pouvoir réduire ce R0. Pourquoi je parle de réduire ce R0? Parce que toutes les politiques de santé vont vouloir faire que ce taux de reproduction soit le plus petit possible. Si on arrive à le contraindre au-dessous de la valeur de 1, eh bien, on n'a plus de risque d'épidémie. Parce que si une personne transmet qu'à une seule personne, ça n'entraîne jamais une courbe qui monte. Ça ne fera jamais une épidémie. Donc, le but et l'objectif des politiques publiques, ça va être de contraindre R0 au-dessous de 1. Et pour ça, on va tout faire pour baisser la probabilité de transmission et pour baisser le nombre de contacts. Alors, comment on baisse la probabilité de transmission? Par des mesures barrières. Vous les connaissez toutes, je les répète à peine. C'est l'hygiène des mains, le port du masque, la distance de 1,50 m à 2 mètres, le fait d'être plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'avoir une bonne ventilation des espaces clos, une faible densité humaine, une courte durée d'exposition, et puis le silence. Si on est en intérieur, ça provoque moins d'aérosols que la parole, le chant, le cri. Pour diminuer le nombre de contacts, vous allez avoir recours au confinement. Et là, il y a 3 grandes modalités de confinement. Il y a le confinement strict, inventé par les Chinois à Wuhan en janvier 2020, le 23 janvier. Ils ont inventé ça. Et puis, ça a été repris par les Français, les Espagnols, les Italiens, les Australiens. Les Australiens ont un couvre-feu, c'est un vrai confinement. Les Suisses, les Allemands, les Autrichiens ont plutôt mis un semi-confinement. Nous n'étions pas assignés à résidence. On pouvait se balader dans le pays. On ne le faisait pas tellement, mais c'était possible. On n'a pas à montrer de formulaire. Et puis, les Suédois ou les Japonais, eux, c'est de l'autoconfinement. On suggère aux gens que c'est mieux de rester chez eux, mais il n'y a pas les bars, les restaurants, les commerces non essentiels. Tout ça reste ouvert. En fait, ça ne marche pas très bien parce que les gens n'y vont pas, il n'y a pas beaucoup de clients. Et donc, l'autoconfinement, le semi-confinement ou le confinement strict, ça a été très efficace pour réduire le nombre de contacts. Donc, j'ai listé le confinement avec le télétravail, la fermeture des écoles, les rassemblements, etc., tout ce que l'on connaît. Le confinement un peu plus personnalisé, ce qui va isoler les contacts
infecter des gens bien portants, c'est avec l'aide de tests, de tracing, c'est-à-dire de recherche de contacts et de mise en quarantaine. Une priorité absolue, c'est les personnes âgées. En réalité, vous voyez dans ce diagramme qui est tiré d'une recherche conduite par le Danemark sur plus de 10 000 personnes, pendant la période de confinement d'ailleurs, qu'il y a 3 maladies. Il y a la maladie des jeunes de moins de 50 ans. Au-dessous de 50 ans, pas de mortalité. En termes de mortalité, en tout cas, ce n'est pas une maladie très inquiétante. Pas de complications, pas de mortalité. On peut même monter, vous avez vu, jusqu'à 70 ans si on a très peu de facteurs de risque. En revanche, dès qu'on a dépassé les 50 ans, et on a souvent quelques facteurs de risque, hypertension, c'est léger, hein, les facteurs de risque, obésité, diabète, etc. Alors, on tombe dans des catégories jaunes ou orangées sur votre écran. Et vous voyez qu'au-delà de 80 ans, ou si on a 4 facteurs de risque au-delà de 70 ans, on tombe dans une catégorie absolument dramatique où la maladie est mortelle dans 30 à 50% des cas aisément, c'est-à-dire que c'est très proche de Ebola en pleine période épidémique en Afrique de l'Ouest. Donc vous avez 3 maladies au profil très différent parce que les gens ne vont pas être du tout inquiets de la même façon selon qu'ils ont moins de 50 ans, entre 50 et 70 et 80 disons, et entre 80 et plus. Alors, quels sont les modes de transmission aujourd'hui du SARS-CoV-2 ? Eh bien, vous les connaissez, il y a les aérosols, je vais y revenir, il y a les grosses gouttelettes de postillon, et puis il y a les surfaces planes qu'on appelle les fomites en anglais. Alors, quand on respire, on n'envoie pas de gros postillons quand on respire. Vous savez, dans l'hiver, vous avez un petit peu d'aérosol qui sort de la bouche. C'est ça, les aérosols. Et là, il peut y avoir, dans ces petites gouttelettes très fines, il peut y avoir du coronavirus. Quand vous parlez, vous pourrez faire l'expérience cet hiver à Genève, vous allez, en hiver dehors, j'entends, vous allez avoir 10 fois plus d'aérosols qui sortiront de votre bouche. Et si vous chantez, peut-être l'avez-vous jamais fait dans la rue, mais vous pourrez le faire, vous en verrez 50 fois plus. Si vous criez ou chantez, 50 fois plus d'aérosols. On ne les voit pas beaucoup, ces aérosols, évidemment, sinon, mais on connaît très bien un aérosol, beaucoup mieux d'ailleurs que celui dont je vous parle, c'est la fumée de cigarette. La fumée de cigarette est un aérosol qui nous permet de visualiser ce qu'est un aérosol. Et on voit que la fumée de cigarette, elle reste dans l'atmosphère confinée. Si vous êtes dehors, la fumée s'évapore, comme d'ailleurs un peu notre parole ou notre souffle quand on est dehors, mais quand on est en atmosphère close, l'aérosol reste, le nuage reste pendant plusieurs heures. C'est exactement pareil avec le coronavirus. Si jamais vous toussez ou vous éternuez, alors là, c'est des grosses gouttelettes de postillon. Elles font plus de 100 microns. Et à cause de ça, elles retombent par leur poids, par la gravité, elles retombent par terre. Ou sur votre smartphone, sur la télécommande de votre téléviseur, ou ce que vous voulez, sur des surfaces planes. Mais ça s'appellera les fomites, la troisième voie. Mais même l'aérosol, le postillon lourd, avant qu'il retombe sur le sol, s'il trouve sur sa trajectoire qui est assez courte, le rayon c'est de l'ordre de 1,50 m maximum, on n'a pas des postillons qui partent à 5 mètres, hein. Mais dans cette trajectoire, si par malchance il tombe sur le visage de quelqu'un, un œil, une narine ou la bouche, alors oui, il y a un petit risque qu'il vous contamine. Reconnaissez que c'est probablement rare que quelqu'un vous éternue, vous tousse en plein visage à moins d'1,50 m. En général, il tousse dans son coude, s'il est bien éduqué, et sinon, il détourne un peu la tête au minimum, donc c'est sans doute pas une voie prépondérante. Les surfaces planes, on a pu montrer qu'elles représentaient probablement 15% de la contamination parce qu'il y a eu des essais sur des essais randomisés d'ailleurs où on faisait se laver les mains très activement à des gens et on n'arrivait pas à réduire de plus de 15% des transmissions. Donc probablement 70 à 85% des transmissions se font par aérosol. C'est encore un peu nouveau, ça vient d'être, je dirais, admis par l'OMS, mais c'est récent. Alors, en faveur des aérosols, pour les gens qui contesteraient l'idée que les aérosols jouent un rôle important, il y a beaucoup d'arguments. Je ne vais peut-être pas m'étendre très longtemps là-dessus, parce que je prendrai plutôt vos questions si vous voulez, mais il y a pas mal d'arguments pour dire qu'aujourd'hui, les aérosols
sont sans doute une voie très importante. En fait, il n'y a même rien contre la voie des aérosols, à part des préjugés. Ce qui vous étonnera peut-être, mais c'est qu'il y a pas mal de préjugés, en particulier des milieux de santé publique. L'OMS, les CDC à Atlanta ont été très longs à reconnaître que les aérosols jouaient un rôle. Angela Merkel a ouvert la voie en disant que pour elle, c'était très important et qu'il fallait donc ventiler les écoles, en particulier pour lutter contre le risque de transmission par aérosol. Voilà, je vais aller assez vite là-dessus pour vous dire où on en est au niveau des vaccins. Les vaccins, c'est une sorte de course de fond où il y a beaucoup d'unités en compétition et où il y a un long parcours avant d'arriver à l'approbation, à l'autorisation de mise sur le marché, qui est le Graal que l'on obtient. Il y a 135 candidats vaccins. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine qui sont en cours d'essai clinique. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura 40 qui arriveront sur la ligne d'arrivée à la fin. Les vaccins, il y en a pour l'instant 11 qui sont en phase 3, c'est-à-dire très proches de la ligne d'arrivée. Je vais plutôt m'intéresser à cela pour vous, pour se dire est-ce qu'on va avoir un vaccin, disons, au cœur de l'hiver ou à la fin de l'hiver, au moins. Quand est-ce qu'on en aura un? Alors, il y a 4 types de vaccins. Il y a des vaccins inactivés. Ils ont ma préférence. En réalité, ceux qui auraient ma préférence ne figurent pas dans la liste. Ce seraient des vaccins atténués, vivants. Ils n'existent pas pour l'instant. Il y en aura peut-être un jour. Pourquoi ça, il a ma préférence? Parce que c'est le vaccin de la fièvre jaune, c'est celui que je préfère. Le vaccin de la fièvre jaune, il est d'une efficacité extraordinaire, pratiquement 100% d'efficacité avec une seule dose pour toute votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce vaccin? Et puis en plus, il existe depuis 60 ans, il est très connu, on connaît bien son profil de risque. En fait, on vous injecte la fièvre jaune, mais c'est un virus atténué. Il ne vous donne pas la fièvre jaune, il vous donne une petite fièvre, et après, vous êtes vacciné toute votre vie. Mais on vous injecte le virus atténué. Alors, ça existe aussi pour la rougeole. En fait, le grand intérêt de ces vaccins, c'est qu'ils sont très immunogènes. Mais il faut énormément de chance. Il faut tomber sur la souche qui va être atténuée. Et aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Pourtant, il y en a des recherches, ils ne trouvent pas. On réplique, on l'injecte à un hamster, le hamster meurt, on se dit ben, c'est pas si atténué que ça, et on recommence. Jusqu'à ce qu'on en trouve une, et on n'en trouve pas. Le vaccin inactivé, c'est sympathique parce que c'est un vieux vaccin aussi. Le vaccin de la grippe est un vaccin inactivé. Les Chinois sont sur la piste de 2 vaccins inactivés qui sont en phase 3. Ils devraient sortir bientôt. C'est des braves vaccins. Ils ne sont pas ultra immunogènes. Vous savez, le vaccin de la grippe, ce n'est pas un vaccin extraordinaire en termes d'efficacité, mais grâce à ça, on meurt beaucoup moins de la grippe quand on est une personne âgée. Peut-être que ces vaccins inactivés chinois, quand ils vont sortir sur le marché, on va trouver que pour nos personnes âgées, on serait très content de les avoir. Ils les empêcheront peut-être de mourir dans une grande majorité de cas. En plus, ce n'est pas des vaccins qui font peur, je pense. Vaccin de la protéine spike, c'est un petit cran de plus dans l'innovation, mais ça ne fait pas peur non plus. Il n'y a pas besoin de les mettre à moins 80 degrés. Ils sont sympathiques aussi. C'est dans le fond la même chose que le vaccin inactivé, un peu plus purifié. Au lieu de vous donner… Le vaccin inactivé, c'est un vaccin tué, hein, un virus tué. On prend du virus de coronavirus, on le tue, et on le met dans une ampoule et on vous l'injecte. Donc, il ne se réplique jamais puisqu'il est tué. Et il est immunogène parce qu'il y a du matériel dedans qui ressemble au virus, mais mort. Alors que la protéine spike, c'est plus élégant, on ne vous donne que la protéine qui est l'immunité qu'on a envie de stimuler pour que vous luttiez contre le coronavirus. Ça devrait aussi arriver assez bientôt. Après, on arrive dans un cran de plus de l'innovation, c'est les vaccins sur vecteur viral. On vous injecte un virus, cette fois-ci, qui est un adénovirus ou un virus de la rougeole atténué. C'est des virus qui n'ont pas de danger pour l'homme, mais qui vont apporter le patrimoine génétique à l'intérieur de la cellule parce que les virus, ils ne se multiplient qu'à l'intérieur d'une cellule. Et donc, on vous injecte un virus, mais qui n'est pas dangereux pour l'homme. C'est connu, ce n'est pas des vaccins complètement nouveaux, puisque contre Ebola, par exemple, Johnson & Johnson, qui est d'ailleurs dans la course, a aussi produit un vaccin qui est très très efficace contre Ebola, et donc c'est un assez bon vaccin. Vous avez peut-être entendu parler de Sputnik V, parce qu'il a été présenté par Poutine, Vladimir Poutine l'a montré, puis il y a CanSino Bio qui est un chinois, AstraZeneca qui a un peu des malheurs, qui est américano-anglais, mais qui est un peu en pause en ce moment, enfin qui a repris partiellement, qui a eu des effets indésirables. Le problème de ces vaccins, c'est qu'ils peuvent donner des effets indésirables un peu inconnus, un peu à long terme. Ils n'auront donc peut-être pas la même adhésion que les 2 premiers. Et puis, le tout dernier, c'est le vaccin génétique, c'est Moderna. Ça, c'est
ultra innovant parce qu'il n'y a aucun vaccin qui existe de ce type-là aujourd'hui dans le monde, commercialisé pour aucune maladie. Donc c'est l'innovation totale. Là, on vous injecte de l'ARN messager, c'est-à-dire du patrimoine génétique directement, du virus bien entendu, et qui n'est pas un virus entier, mais un bout de patrimoine génétique qui va faire que ça va produire des protéines qui vont stimuler votre immunité. C'est extrêmement innovant, c'est peut-être extrêmement intéressant. On va peut-être se rendre compte que ça va changer complètement le paysage des vaccins de demain. C'est très peu cher à fabriquer, ça se fabrique en très grande quantité, donc ça a énormément d'intérêt, mais c'est l'inconnu total. On n'aura probablement pas envie tout de suite, on va avoir des résistances aux vaccins assez compréhensibles, tant que des millions de gens ne l'auront pas pris en toute sécurité. On ne saura pas tout de suite la sécurité à court, moyen et long terme de ce vaccin, par définition, puisqu'ils sont tout à fait nouveaux. Les traitements, et j'ai presque terminé ma présentation, mais les traitements, où en sommes-nous? C'est beaucoup plus difficile pour les traitements que pour les vaccins, dans un sens, parce que, enfin, si ce n'est que les vaccins, ils sont développés à toute vitesse par rapport au temps que ça prend d'habitude, mais pour développer un traitement, c'est encore plus long. On dit généralement qu'il faut 10 ans et 1 milliard de dollars pour développer un nouveau traitement pour une maladie. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont recyclé des molécules existantes sur le marché et qui ont montré une activité ou bien antivirale, ou je vous montrerai d'autres mécanismes. Mais on espère comme ça, pour un antiviral, s'il y a une activité antivirale en laboratoire, j'entends, sur des cellules infectées par le coronavirus, alors on a un petit espoir que ça marche au niveau de l'homme. Et donc on fait un essai clinique pour le démontrer. C'est ce qui s'est passé avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler. C'était très efficace en laboratoire. Et est-ce que c'est efficace chez l'homme? Alors Didier Raoult a fait le pas un peu rapidement, parce que les essais cliniques, malheureusement, n'ont jamais démontré d'efficacité. Et donc, ils sont retoqués aujourd'hui. Le ritonavir, l'opinavir, même chose. Les autres qui sont orange, est-ce qu'ils vont être retoqués? J'en sais rien. L'ivermectine, c'est le même genre, c'est un traitement contre la maladie du sommeil. Pourquoi ce traitement? Vous savez, c'est simplement, ils ont screené des centaines de molécules sur le marché et ils ont regardé s'il y en avait qui étaient efficaces. L'énorme intérêt de ça, c'est qu'on se passe de tout le développement du médicament. On n'a pas besoin de faire les essais chez l'animal, puisqu'il est sur le marché, le médicament, on sait qu'il marche chez l'homme, et qu'il n'est pas trop dangereux surtout. Et puis, on n'a pas besoin de faire les essais de phase 1 et de phase 2. De la même façon, on n'a pas besoin de vérifier qu'il n'est pas trop dangereux chez l'homme, puisqu'on en a l'expérience déjà. On a juste besoin de savoir qu'il est simplement efficace. Alors, le remdesivir était un produit qui est sorti, alors il a été prescrit au président Trump, et on a montré qu'il était efficace, pas très efficace pour le moment, mais il réduit de 14 à 11 jours la durée d'hospitalisation des gens hospitalisés. Et la dexaméthasone, elle, est très efficace, elle réduit de 30% la mortalité des gens en réanimation. Donc, c'est plutôt pour les formes sévères et c'est très efficace. Les anticorps monoclonaux miment la réponse immunitaire. Je vous les ai montrés ici parce qu'en particulier, ils ont été administrés au président Trump, mais ils n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité. Ils sont cependant en phase 3, c'est-à-dire en dernière phase juste avant l'approbation, si jamais ils se révèlent efficaces. Et on a déjà une publication de son intermédiaire, préliminaire, de son efficacité sur les premiers mois de l'essai, qui sont très encourageants. Donc je comprends à titre personnel que l'on ait voulu donner, à titre qu'on appelle compassionnel, au président américain ce médicament. Et puis, il y a des choses, des anticoagulants, mais ils ne sont pas vraiment encore complètement confirmés. Donc, les essais sont en cours. La vitamine D est assez prometteuse, la vitamine C aussi, peut-être. Ce n'est pas des médicaments très coûteux. Et s'ils apportent quelque chose, on en sera vraiment très content. Et j'ai mis des traitements non médicamenteux, décubitus ventrale, la ventilation artificielle, ont profondément changé le pronostic. Il faut savoir qu'on a gagné 50% de survie, c'est énorme, entre aujourd'hui et le début de la pandémie, sans avoir finalement de médicaments totalement nouveaux. Voilà. Comment éviter la transmission? Eh bien, je vous montre ce que disent les Nord-Américains et que je trouve assez intéressant. C'est bien sûr le masque, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. À cause de ce que je vous ai dit sur la transmission aérosol, qui en plus est la voie prépondérante, eh bien, il faut faire attention vraiment en milieu fermé, en milieu clos. En milieu extérieur, il n'y a aucun problème. Aucun problème.
rappelez-vous de la fumée de cigarette. Il n'y a pas de tabagisme passif sur les terrasses ou les restaurants. En terrasse, on peut fumer. Mais donc, on peut avoir quelqu'un pas très loin de soi qui est le coronavirus, sous réserve qu'on ait la distance qui, au moins, ne nous met pas à risque d'avoir des postillons, larges postillons qui viennent sur nous. Il faut éviter le crowding, c'est-à-dire le surpeuplement. Il faut éviter autant que possible d'être en milieu clos à l'intérieur, ou sinon, il faut qu'il soit bien ventilé, ce milieu clos. Il faut éviter d'être à trop grande proximité, donc c'est la fameuse distance physique qu'il faut respecter. Si on va en milieu clos pour faire ses courses, etc., le moins longtemps possible. La ventilation, c'est compliqué. On dit qu'il faut renouveler tout l'air 6 fois par heure. 6 fois par heure. Et ça, c'est quand même très, très exigeant, 6 fois par heure. Pour vous dire, chez vous, si vous avez un habitat assez moderne, avec une ventilation mécanique contrôlée, votre air est renouvelé toutes les heures. Et c'est déjà pas mal. 6 fois par heure, c'est à peu près ce qu'on a dans les trains modernes et dans les avions. C'est même un peu plus que 6 fois, c'est plutôt 10 fois par heure. Mais les habitats qui ont des ventilations qui permettent d'extraire l'air 6 fois par heure, ce n'est pas facile à trouver. Donc, c'est très exigeant. Probablement, on est en train de travailler là-dessus. C'est là où je vous disais qu'Angela Merkel a dit que c'était une nécessité pour l'Allemagne et qui coûtera finalement pas très cher pour se prémunir de ce coronavirus. Il faut bien sûr, quand on est à l'intérieur, toujours être masqué, à tout moment, pas simplement quand on ne peut pas respecter la distance physique, à tout moment être masqué. Et puis, autant que faire se peut, eh bien, il faut éviter de parler, de chanter et de crier dans ces atmosphères closes, peu ventilées. Et voilà, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas tout ça de réuni, vous allez forcément attraper le coronavirus. C'est si vous voulez diminuer les risques de diffusion du coronavirus, il faut essayer de mettre en œuvre le plus possible tous ces éléments de prévention. Voilà, Axel, j'en ai terminé avec, c'est en anglais, je suis un peu désolé pour cette dernière diapositive, mais j'en ai terminé avec ma présentation et je suis disponible pour toutes les questions que vous voudriez. Active un micro, merci beaucoup. C'était effectivement tout à fait intéressant de pouvoir reprendre comme ça les éléments qui sont les dernières données qui sont donc observées par les travaux qui arrivent au fur et à mesure hein, sur cette problématique-là. Alors, place aux questions. Vous avez donc deux possibilités, je redis une fois pour les personnes qui nous ont rejoints plus tard. Vous pouvez écrire la question, vous pouvez réactiver votre micro, vous pouvez mettre aussi votre caméra si vous avez envie de prendre la parole. Et puis maintenant, place aux échanges. Je peux. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question tout de suite assez pragmatique. L'OFSP, au niveau du contact tracing, parle des 15 minutes de contact à moins d'1,5 mètre. Je parle des contacts T3. Concrètement, aujourd'hui, un foyer, on va dire, des gens qui vivent sous le même toit, étant donné ce risque de transmission par aérosol qui semble quand même très important, pour moi, il y a une forme de contradiction. C'est-à-dire que s'il y a un cas positif parmi ce foyer, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à étendre les règles des contacts étroits et dire que finalement, comme en France, toutes les personnes du foyer doivent être en quarantaine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Est-ce que c'est assez clair ce que je viens de demander? Oui. Ce qui est clair, c'est qu'en effet, les autorités de santé des différents pays ont eu un petit peu à trouver, je dirais, leurs procédures et leurs voies, n'ont pas tellement envie de les changer trop rapidement. Et les connaissances ont progressé aussi. Cette notion d'aérosolisation du coronavirus est
pas récente. Elle a été proposée assez tôt, dès le mois d'avril. On voit déjà des papiers sur ce sujet, mais elle a été reconnue tardivement. Les CDC ne l'ont reconnue que cette semaine. C'est-à-dire que on comprend que les agences de santé publique se calent un petit peu sur les grandes agences internationales de santé publique ou de santé mondiale, et l'Organisation mondiale de la santé a été tardive aussi à reconnaître. C'est cet été qu'elle a, sous la pression d'un certain nombre de chercheurs, reconnu cette voie aérosolisée, qui en plus a des modèles animaux. Je ne vous ai pas donné tous les arguments. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un petit retard des agences de santé publique à reconnaître elles-mêmes et surtout à adapter les procédures. Il y a aussi une toute petite réticence compréhensible à ne pas avoir l'air de se contredire en permanence ou de faire des yo-yo dans les recommandations qui perdent un petit peu les gens. Et donc, sauf s'ils jugent que la recommandation, et en particulier, vous savez, je fais partie de la task force, donc il y a une science task force comme un conseil scientifique pour le conseiller fédéral et pour aussi l'OFSP, et on se prononce sur ces questions, et on est en train simplement maintenant de se prononcer au niveau scientifique suisse sur les questions de l'aérosolisation et du besoin de ventilation. Donc, ce sont des choses qui vont évoluer, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un petit peu de retard dans ce domaine-là pour s'adapter aux problèmes de l'aérosolisation. Je partage votre avis. Okay, merci. Merci. Amélie, tu avais posé des questions par écrit. Alors, peut-on revenir sur les indicateurs d'évolution de l'épidémie? Donc, le suivi des cas, par exemple, est-il effectué par le test PCR dans tous les pays? Alors oui, c'est une assez bonne question parce que ma réponse va peut-être un peu vous surprendre. En réalité, on n'a pas de définition de cas de la Covid-19. C'est quelque chose qui m'étonne moi-même le premier, mais vous n'avez pas de définition de cas au sens, vous savez, un cas, en général, c'est défini par la maladie que l'on a. Je vous ai parlé du sida, on pourrait parler de la rougeole, on pourrait parler de la grippe. La grippe, c'est une infection respiratoire aiguë, virale, pour laquelle on a une PCR positive pour le virus de la grippe. Cette définition toute simple pourrait être appliquée très bien à la Covid-19, mais elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui définit un cas de Covid-19, c'est d'avoir une PCR positive. Donc, dans les cas qui nous sont rapportés en Suisse ou ailleurs, dans le monde entier, ce sont des PCR positives pour le coronavirus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dedans, vous avez des gens qui sont peut-être des contacts non symptomatiques que l'on a recherchés et à qui on a demandé de faire une PCR et qui s'est retrouvée positive. Donc, on a des gens asymptomatiques, peut-être présymptomatiques pour une partie d'ailleurs, c'est-à-dire qui vont faire plus tard des symptômes, mais pas au jour d'aujourd'hui, mais ils sont déjà comptabilisés. Vous avez des gens aussi qui vont avoir des symptômes extrêmement sévères, qui sont en réanimation aujourd'hui, entre la vie et la mort. Donc, dans les cas positifs, vous avez l'ensemble du spectre qui va de rien à presque la mort. Et je ne connais pas d'autres maladies pour lesquelles il y a aussi une aussi mauvaise définition de cas que cela, et elle est internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition internationale de la Covid-19. Et le grand problème, c'est que ce que l'on compte dépend du coup énormément de ce que l'on teste, ce que l'on recherche. Parce que si on recherche de façon extrêmement intensive, on a montré qu'à Genève, entre mars et mai, on a eu probablement 10 fois plus d'infectés que de cas positifs. C'était 1 cas sur 10 qui était repéré par la veille sanitaire. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent, mais ce n'est certainement pas 100%. C'est-à-dire qu'il y a des gens le virus qui circule et qui n'est pas repéré. Et puis, par ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont positifs, mais qui ne sont pas contagieux, qui ne sont pas des gens qui réellement contribuent à la dynamique épidémique. Et puis, il y a encore une fois des gens qui vont être certes positifs,
peut-être même contagieux, et qui n'auront aucun signe de la maladie. Donc on est dans ce flou un petit peu qui cause des problèmes en matière d'interprétation épidémiologique. Ça a causé des problèmes très clairs cet été lorsque l'on a vu en Espagne ou en France des poussées de PCR positives qui n'étaient absolument pas associées à des hospitalisations, à des cas de réanimation. Je dirais même que cet été, on n'aurait rien vu si on n'avait pas fait de PCR. C'est-à-dire que les gens ne se seraient probablement pas manifestés auprès des services de santé. Et les quelques cas, car il y en a eu quand même cet été, admis en réanimation, si on n'avait pas eu la PCR, si on avait été, on va dire, en 2019, été 2019, eh bien, on aurait dit ils ont une maladie virale non répertoriée. Mais ça n'aurait, comme il y aurait eu un cas par-ci, par-là, un jour à Marseille ou à Barcelone, ça n'aurait pas généré, je veux dire, c'est tout le temps qu'on a des cas pour lesquels on n'a pas une étiologie très, très précise. Et on aurait dit c'est probablement infectieux, mais on ne sait pas. Ça aurait peut-être donné lieu à une publication d'un cas. Voilà. Ça n'aurait jamais fait ce que l'on a vu, c'est-à-dire cette vague apparente de PCR positive qui a été révélée. Donc, voilà. Donc, c'est une très bonne question parce qu'il est clair, c'est une des raisons aussi pour laquelle je vous dis, ne considérez pas que l'on a une deuxième vague tant qu'on n'a pas une augmentation parallèle de la mortalité. La mortalité, ou en tout cas les lits de réanimation ou les hospitalisations au minimum, représentent un critère de sévérité qui évoque qu'on est en train de parler d'une maladie sévère et pas d'une PCR positive, d'un diagnostic de PCR. Qui était d'ailleurs finalement l'indicateur de la courbe quand il y a eu ce confinement qui a été mis en place. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Il y avait l'indicateur qui était celui et qu'on a vite perdu, en fait, on a eu ce sentiment en tout cas de perdre un tout petit peu de vue cet indicateur-là qui était celui de ne pas surcharger finalement les sites et les possibilités de prise en charge hospitalière. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vous m'autorisez, je vais juste devoir allumer la lumière parce que je crains que ça soit un petit peu sombre actuellement. Je vais remettre la lumière. Je reviens tout de suite dans une seconde. Tout le monde va bien? Oui. Ouais, mais j'aurais une question. On m'entend ou pas? Je ne sais pas. Oui, on vous entend. Oui, oui, je découvre ce mot. Voilà, j'ai une question. On dit qu'il y a environ 1 million de morts dans le monde, ou bien? C'est juste? Oui. Mais comment dire, j'ai entendu aussi qu'on ne fait pas d'autopsie, ou plutôt, ce n'est pas, vous voyez, pour être sûr, en fait, si on peut être sûr, est-ce que par ce biais-là, au moins une fois, disons, les gens décédés, pour préciser le diagnostic, ou qu'est-ce qui se passe justement avec ces autopsies? J'ai entendu que l'OMS ne les conseille pas, ou voilà, je ne sais pas. Vous savez? Alors, oui, je vous remercie de cette question parce que je pense qu'elle est extrêmement pertinente et par ailleurs assez compliquée. En réalité, je vais vous donner, je vais faire une réponse qui va prendre un petit détour, celui de la grippe. On a affaire vraiment à la même problématique avec la grippe, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis désolé parce que je connais très bien le registre de mortalité de l'INSERM en France, donc je vais vous donner les données françaises. En France, au jour d'aujourd'hui, il y a 430 décès par an en moyenne chaque année dus à la grippe. Et les chercheurs s'accordent tous à dire qu'il y a 6000 morts par an en France dus à la grippe. Alors, comment disent-ils 6000 alors qu'on dit 430? Et la raison, elle est que si vous regardez la mortalité française, lorsque passe une épidémie de grippe, qui varie dans l'année, ça peut être en décembre, ça peut être en janvier, ça peut être en février, et que vous comparez cette mortalité de décembre, janvier ou février lorsque passe l'épidémie de grippe aux autres années précédentes où ne passait pas à cette même période une épidémie de grippe, vous voyez un surplus de mortalité, ce qu'on appelle un excès de mortalité de 6000.
Je ne sais pas si je suis clair. Je veux dire qu'il y a un excès de mortalité statistique qui n'est pas vu dans le registre des causes de mortalité et qui est beaucoup plus important que la mortalité par grippe. Si j'essaye d'expliquer les choses, je veux dire que les médecins voient, constatent, font une PCR peut-être sur une petite fraction des cas de mort par grippe, mais les statistiques montrent qu'en fait, il y a une surmortalité beaucoup plus importante due à la grippe, parce que véritablement survenant uniquement lorsqu'il y a une épidémie de grippe, et qui n'est pas repérée par les médecins. Alors, qu'est-ce qui peut s'être passé? Pourquoi les médecins ne l'ont pas repéré? Pourquoi ils n'ont pas dit c'est la grippe? Ben, vous savez, pour plusieurs raisons. Je vais vous prendre l'exemple du pape Jean-Paul II. Vous vous souvenez peut-être que le pape Jean-Paul II souffrait d'un Parkinson très avancé. 15 jours avant son décès, il ne savait pas qu'il allait mourir, bien entendu, mais 15 jours avant son décès, il était hospitalisé pour grippe sévère. Il a été intubé, ventilé, et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Non, il n'est pas mort. Il est retourné au Vatican, il a même fait l'Angélus, célébré l'Angélus, et 15 jours après, il est mort. Eh bien, il n'est pas mort pour grippe. Selon les médecins, il est mort de son Parkinson. S'il n'y avait pas eu l'épidémie de grippe, la ventilation, si on n'avait pas affaibli lui qui était si faible par cette maladie, eh bien, il ne serait probablement pas mort. Donc, il va être comptabilisé dans l'excès de mortalité dû à la grippe, mais le médecin ne l'aura jamais repéré comme mort par grippe. Je ne sais pas si mon détour vous éclaire, mais pour le coronavirus, on peut dire un peu la même chose. Peut-être qu'il y a des personnes très âgées, vous savez que 90% de la mortalité se passe après l'âge de 70 ans. Donc, il y a des gens qui ont 85, 90 ans qui vont mourir, peut-être contracter le coronavirus, faire une maladie. Est-ce qu'ils vont en mourir et le médecin va dire il est mort du coronavirus? Ou est-ce qu'ils vont mourir quelques jours plus tard ou quelques même semaines plus tard et le médecin dira ben non, il avait récupéré de son coronavirus. Mais sans le coronavirus, il serait peut-être mort beaucoup plus tard, peut-être 6 mois, 1 an plus tard. Donc, il est très difficile, en l'absence du calcul de l'excès de mortalité, de comparer, d'attribuer très strictement la mortalité que l'on observe à la mortalité due au coronavirus. Et puis, pour complexifier, pourquoi je vous ai dit que c'était complexe, c'est qu'aux États-Unis, la mortalité en excès, celle dont je vous parle, elle est supérieure à la mortalité par coronavirus. Il y a donc des gens qui sont morts d'autres causes, en plus, un peu comme pour la grippe dont je vous parle, mais peut-être sont-ils morts parce qu'ils n'ont pas été bien soignés de leur maladie, de leur cancer ou de leur infarctus du myocarde, comme ils l'auraient été si les hôpitaux n'avaient pas été encombrés pendant tout l'été par le coronavirus. Donc, on a parlé de ça aussi à Bergame en Italie, il y a ce risque que la pandémie entraîne une forme de triage des malades. Celui-là, désolé, il a 90 ans, il a un cancer, je ne peux pas le prendre, alors qu'il aurait survécu plusieurs mois, peut-être années de plus. Le coronavirus va faire qu'il ne va pas survivre. Et il y a ceux qui ne seront pas diagnostiqués. Et puis après, il y a le contraire. Le confinement peut avoir des effets bénéfiques sur la mortalité. Il semble qu'en Suisse, il n'y ait pas d'excès de mortalité, alors qu'il y a 1700 1800 décès dus au coronavirus. Donc, il est possible qu'il y ait un bénéfice, qu'on ait moins d'accidents de la route, qu'on ait moins d'accidents de ski pendant le confinement ou pendant des périodes où l'on prend moins son véhicule. Donc, il est possible qu'il y ait des effets paradoxaux des deux bords qui entraînent une petite confusion dans les chiffres exacts de mortalité dus à ce coronavirus. Je ne sais pas si je suis clair et si j'éclaire un peu parce que j'explique que ça ne va pas être très simple de calculer la mortalité exacte par coronavirus. Si on poursuit puis que je reprends les questions qui ont été écrites, notamment par Amélie, il y avait aussi une question qui concernait le repérage du virus par les chiens qui sont dressés à cet effet, notamment par l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime beaucoup, j'ai vu ces recherches très pratiques et il se trouve que
je crois qu'on a pu montrer assez clairement que quand on avait le coronavirus, on exhalait des composés que les chiens savent tout à fait repérer, même peut-être un tout petit peu avant qu'on soit symptomatique, et que plutôt que vous faire un test nasopharyngé qui a tout sauf être agréable à l'arrivée de votre vol, avoir un chien qui renifle le coronavirus avec une assez bonne spécificité en plus, pourrait s'avérer quelque chose d'assez intéressant. En complément, peut-être de tests que l'on peut faire au décours, si jamais le chien renifle un cas qui s'avère être suspect d'être positif, eh bien, il aura droit à un test à ce moment-là et on évitera peut-être de passer au travers parce que les gens refusent trop ces tests pour qu'on les multiplie. Par ailleurs, l'avantage, c'est que c'est un diagnostic instantané. Le chien donne tout de suite sa réponse. Il va dire il va signifier qu'il est près d'un cas potentiellement positif, ce qui est quand même très très pratique. C'est une sorte de test rapide, extrêmement peu coûteux, une fois qu'on a le chien avec soi. Donc j'aime assez bien cette disposition. Effectivement, c'est intéressant. On le retrouve dans plein de pathologies différentes maintenant. C'est assez intéressant. J'avais une question. Pardon. Oui, j'avais une question. Allez-y. Alors, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur le fait que si on n'avait pas fait de test CSTT, peut-être qu'on n'aurait pas du tout détecté les cas en fait. Donc, il y a eu pas mal de débats sur la sensibilité des tests et est-ce qu'on était trop sensible ou pas. Donc, j'aurais voulu savoir voilà, quel était l'avis d'Antoine là-dessus. Et aussi, est-ce qu'on a… j'aurais bien aimé savoir la CT de PCR qui est utilisée en France, parce qu'on a beaucoup parlé de 2 études qui ont été faites aux États-Unis ou à New York. Ils ont été utilisés des CT 38 ou 40 qu'on estimait être beaucoup trop tardives. Mais je n'ai pas réussi à trouver les CT utilisées en France. Voilà. Alors, la CT, c'est le nombre de cycles sur lequel il faut passer l'échantillon, le prélèvement nasopharyngé par la PCR. Si vous passez que d'un cycle, si au bout d'un cycle, il dit que c'est positif, c'est que vous avez vraiment une charge virale qui est très importante. Si vous êtes au-dessus de 35 ou 38, c'est-à-dire que vous avez fait un nombre de réplications de votre ARN, enfin du prélèvement que vous avez récupéré en ARN, qui a dû être considérable parce qu'il y avait extrêmement peu de brins d'ARN dans votre prélèvement. Et donc la CT est très élevée. Et une CT très élevée veut dire que vous avez très peu de virus dans votre prélèvement. Alors, une étude américaine, en effet, a dit qu'on devrait presque réserver le diagnostic positif. Encore une fois, rappelez-vous que je vous ai dit, on n'a pas de critères diagnostiques. Donc en France, comme ailleurs, il n'y a pas de seuil au-delà de laquelle on considère qu'une PCR n'est pas positive. En fait, la PCR, elle est positive à partir du moment où, quand on a fait tous les cycles que la machine prévoit de faire, jusqu'à 40 ou 45, on dit la PCR est positive ou elle est négative. Certains laboratoires, bien entendu, peuvent rendre un résultat accompagné de l'ACT, mais dans la veille sanitaire officielle, l'ACT n'est pas rapportée. Et je ne connais pas, mais peut-être il y en a, je ne connais pas de pays qui rapportent l'ACT avec leur PCR. Certains ont dit, mais c'est un tort, on devrait rapporter l'ACT avec la PCR, et même on ne devrait jamais considérer une PCR positive au-delà de 35 ou de 38. Et ma seule petite réticence face à cette proposition tient au prélèvement. Le prélèvement n'est pas un prélèvement sanguin, vous êtes d'accord, c'est un prélèvement nasopharyngé. Le prélèvement nasopharyngé, on vous met un écouvillon dans le nez et on le met le plus loin possible vers la fosse nasopharyngée et on gratte. C'est très opérateur dépendant. Si vous avez quelqu'un qui se débat un peu, un enfant par exemple, si vous n'allez pas au fond pour des raisons parfois pas faciles, il n'est pas si facile de passer, si bref le geste est imparfait, ou si quand vous tournez à l'intérieur de l'écouvillon dans la fosse nasale, vous passez à côté de là où il y a le foyer de coronavirus, vous allez peut-être avoir très peu de virus. Et ce n'est pas forcément le témoin que la personne a une très faible charge virale.
Je dis que c'est différent du sang. Quand on fait une charge virale pour quelqu'un qui a le VIH, dans le sang, c'est très homogène. C'est réparti très homogènement parce que la pompe sanguine vous a mélangé l'ensemble des copies virales et vous n'avez pas de zone de votre corps où il y a beaucoup plus de virus que d'autres. En revanche, dans la circulation sanguine. En revanche, dans un prélèvement nasopharyngé, c'est un tout petit peu plus opérateur dépendant et donc je ne serais pas totalement confiant. D'ailleurs, il y a des faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui avaient du virus et qui se retrouvent négatifs et je ne serais pas totalement confiant. Une chose que certaines personnes disent et que je trouve assez convaincante, c'est que peut-être que le diagnostic antigénique salivaire, c'est-à-dire qu'on ne vous demande plus du tout un prélèvement désagréable dans le fond du nez, mais on vous demande juste de cracher un peu dans un petit bocal et on regarde les antigènes. Si vous êtes contagieux, eh bien, probablement, vous avez des antigènes dans votre salive. Et ça, j'aime assez bien cette définition-là, qui est moins sensible que la PCR, au sens où il y a des gens qui vont être positifs à la PCR et qui seront négatifs aux antigènes, mais peut-être que ça nous importe très peu. Ce qui nous importe le plus, c'est que les gens soient contagieux. Alors, on peut peut-être refaire le test régulièrement chez un patient qui est un contact à risque, parce qu'il peut ne pas être contagieux aujourd'hui, mais l'être dans 3 jours. Mais ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il est contagieux, il soit extrait de la chaîne de transmission. C'est peut-être plus important, en fait, d'être antigène positif à la salive que d'être PCR positif au prélèvement nasopharyngé. Alors, je ne suis pas en train peut-être de vous simplifier la vie, mais ça nous simplifierait beaucoup la vie si juste un test salivaire extrêmement rapide, une petite bandelette qui ressemble un peu au test de grossesse, se retrouvait positif simplement en le faisant de chez soi. Et les gens pourraient à ce moment-là s'auto-confiner lorsqu'ils sont des contacts à risque, dès qu'ils voient qu'ils sont à risque d'être contagieux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, les tests de diagnostic rapide, si j'ai bien compris, il y en a qui commencent à être distribués dans les pays en développement. Oui. Est-ce que ça va arriver aussi dans les pays développés? Oui, ça va arriver. Je sais que les Français l'ont validé récemment. Donc les États-Unis l'ont validé également. Donc je pense qu'il faut que les agences valident. Ça prend un petit processus qui n'est pas administratif, qui est un processus de validation technique et scientifique. Et c'est bien parce qu'on veut avoir des tests du marché, on veut qu'ils soient le plus fiables possible. On n'a pas besoin d'une fiabilité parfaite. Comme je vous ai dit, parfois, on préfère on va peut-être préférer à l'usage ce type de test, mais je pense qu'ils vont arriver en effet très, très bientôt un peu partout. On ne peut pas imaginer qu'on teste des enfants à la PCR. C'est trop. On peut tester un enfant à la PCR si jamais on a une très forte suspicion, mais pas de façon systématique. Or, on pourrait très bien tester assez facilement des enfants avec des tests rapides salivaires. Ce serait, à mon avis, beaucoup moins problématique. Les enfants ou d'autres, mais je dis ça parce que je pense que c'est un test beaucoup plus facile à faire admettre et à répéter. Et par ailleurs moins cher. Merci. Si je reprends une question par écrit, Mathilde posait la question de l'avion. Vous avez effectivement parlé du fait que l'avion, il y avait un recyclage de l'air qui était relativement important. Mathilde dit qu'elle avait l'impression que prendre l'avion augmentait les risques de contamination parce qu'il y avait un effet de vase clos. Est-ce que du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, cette peur est injustifiée? Non, c'est une très bonne question à nouveau. L'avion a un air qui est renouvelé, comme je vous l'ai dit, au moins 6 fois par heure. 6 fois par heure. Cela dit, l'avion est quand même, vous l'avez dit, un espace clos. Et dans la période des 10 minutes où l'air n'est pas ventilé, vous pouvez vous trouver à côté de quelqu'un qui est infecté. Et on sait que les rangs de grande proximité avec un infecté, dans un voyage qui dure longtemps,
Je ne parle pas du voyage qui vous fait aller de Genève à Athènes, mais si vous allez sur un voyage transatlantique où vous allez plusieurs heures à côté de cette personne, il faut vous dire que la personne, je vais reprendre l'analogie avec le fumeur, elle fume en permanence son coronavirus. Elle vous l'exhale en permanence. Alors certes, l'air est enlevé toutes les 10 minutes, mais malgré tout, pendant 10 minutes, vous êtes exposé, puis après, vous êtes encore exposé puisque vous êtes à côté et qu'elle continue à exhaler ce virus. Et il se trouve que, comme il est aérosolisé, en bonne partie, il se peut que, même si vous êtes un peu loin dans l'avion et pas tout à fait à côté, vous puissiez être à risque parce qu'il y a quelqu'un qui émet en permanence. Si vous aviez un fumeur qui en permanence fumait dans l'avion, il y a pas mal d'endroits de l'avion où on aurait une odeur de tabac. Et ce qui n'arrive pas puisque c'est interdit. Mais donc ça légitime qu'il faut porter absolument un masque et de façon permanente dans un avion, c'est-à-dire uniquement quand on boit ou quand on se restaure, on l'enlève très très peu de temps, très rapidement et on le remet parce qu'il y a en effet un danger. Je ne parle pas des vols courts, je parle bien sûr des vols longs. Il y a en effet un danger. On voit que c'est l'accumulation des facteurs qui va jouer un rôle important et là, on est dans un facteur de risque important qui est la durée d'exposition qui, de 6 ou 7 heures, et devient très longue si jamais il y a quelqu'un à bord qui est positif. Merci. Une question maintenant par rapport au test en lui-même. Une patiente, donc j'ai un médecin, je vais la lire, ce sera plus facile. J'ai un médecin qui a dit à une de mes patientes que le test devait absolument faire mal et faire pleurer pour être bien fait. Est-ce réel? Ça corrobore au moins avec le fait que j'ai dit qu'il était très difficile, il était très pénible. C'est un test qui fait mal. Et alors, il fait pleurer parce qu'il est près de la cavité orbitaire et donc il est très près des glandes lacrymales et qu'il titille un petit peu. Donc très souvent on pleure, c'est exact, mais on ne pleure pas de douleur, on pleure plutôt de stimulation de la glande lacrymale, ce qui est quand même un peu moins problématique, mais c'est un test qui est un peu, je ne sais pas si le mot douloureux est à chacun après à sa sensibilité, je ne sais pas si c'est douloureux ou inconfortable le terme, mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un test agréable, ce n'est pas du tout un test agréable. C'est un test qu'il faut faire, mais qu'on ne peut pas demander aux gens de répéter à l'envi. Merci. Alors, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Alors, la personne qui a demandé à parler peut tout à fait réactiver son micro pour pouvoir poser sa question. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sophie Ravois. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, je suis désolée, je suis arrivée tard à la réunion. Je suis un peu perturbée sur ce que j'ai lu, à peu près tout et son contraire, sur le mode de contamination gouttelette versus aéroportée, les plus petites gouttelettes que la gouttelette elle-même. Et j'ai vu qu'il y avait quand même vraiment plusieurs papiers qui disaient que c'était davantage les gouttelettes que les je ne sais plus comment ça s'appelle, les aérosols, voilà. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Et en particulier, est-ce qu'il y a une différence vis-à-vis de l'efficacité du masque? Alors, oui, j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais je vais le redire. Non, ce n'est pas grave du tout, je pense que je vais le redire. Je pense que c'est d'abord, les scientifiques ont des données expérimentales, ont des données de connaissances et ils forgent leur avis dessus. Et en fait, à plusieurs scientifiques, vous l'avez bien constaté, plusieurs avis. Cela dit, aujourd'hui, il commence à se forger un consensus reconnu par les CDC d'Atlanta, qui est une très grande agence de santé publique nord-américaine, et reconnu par l'OMS, qu'il n'y a plus que 3 modes de transmission reconnus aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. La voie sexuelle, par exemple, n'a pas été reconnue, mais il y a la voie qui est les aérosols, il y a la voie qui est les grosses gouttelettes de postillon, plus de 100 microns, les aérosols c'est moins de 100 microns, et puis il y a la voie des ce qu'on appelle des surfaces planes ou des fomites en anglais.
Et en fait, il faut juste comprendre que quand on respire, quand on parle, on émet des postillons, surtout quand on parle. Ces postillons ont des tailles différentes. Quand ils ont moins de 100 microns, ils restent dans l'air plusieurs heures. En milieu clos, j'entends, plusieurs heures en milieu clos, mais ils restent dans l'air, ils ne retombent pas. Quand on émet des postillons assez lourds, de plus de 100 microns donc, par la gravité, ils retombent par terre ou bien sur des surfaces planes. Grosso modo, quand on parle, quand on respire, quand on chante, on n'émet pratiquement pas de gros postillons de plus de 100 microns, mais que des petits postillons qui restent aérosolisés, comme on l'a dit tout à l'heure. En revanche, quand on tousse ou quand on éternue, on émet surtout des gros postillons qui retombent. Il est rare, je disais tout à l'heure, que l'on émette des gros postillons qui retombent sur le visage de quelqu'un, c'est-à-dire sur les yeux ou les narines, ou la bouche, en absence de masque et de lunettes. C'est assez rare, il faut être à moins d'1,50 m pour que ça arrive. Ce qui est plus fréquent, déjà un petit peu plus fréquent, c'est que ces postillons retombent sur des surfaces, que ces surfaces viennent contaminer votre main et que vous mettiez votre main à vos yeux ou à votre nez avec une quantité suffisante pour vous infecter. C'est probablement assez rare parce qu'on n'a souvent pas la quantité suffisante. Le petit postillon qui est tombé sur votre ordinateur et que votre clavier et que vous avez récupéré a probablement peu de chances de vous infecter. En plus, votre main a quand même tendance à casser les enveloppes des virus respiratoires. Il semble que le coronavirus soit assez résistant sur la peau, malgré tout. Je pense que ce n'est pas une des voies les plus fréquentes. En fait, elle a été un peu quantifiée par des essais randomisés de lavage de mains et on s'est aperçu que le lavage de mains très très intensif permettait de réduire jusqu'à 15% le nombre de transmissions. C'était pas mal, 15%, mais ça ne fait pas une voie prépondérante. Donc la seule voie prépondérante qui reste, s'il y en a 3, qu'une fait 15% et que l'autre fait presque rien, c'est la voie par aérosol. Alors, ce n'est pas des aérosols de virus. Le virus n'est pas aérosolisé tout seul. Il est aérosolisé dans des petites gouttelettes de postillons. Et les masques sont utiles, très utiles et très importants, en tout temps, et pas simplement quand la distance physique est respectée, puisque justement, ce n'est pas que les gens qui nous crachent, qui nous font peur, mais c'est les gens qui émettent des aérosols. C'est en tout temps quand vous êtes à l'intérieur. Parce que j'ai dit, ces aérosols, vous avez une très bonne image des aérosols, c'est la fumée de cigarette. Et vous pouvez savoir quand est-ce qu'une fumée de cigarette est incommodante, au point d'ailleurs de risquer de vous donner du tabagisme passif. Eh bien, ce n'est pas sur les terrasses, ce n'est pas à l'extérieur, c'est uniquement à l'intérieur si c'est mal ventilé, ou dans des conditions de très longue exposition, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'avion. Donc voilà un petit peu, oui, le masque ne suffit pas, il faut aussi de la distance, parce que le nuage, il est autour, il se propage certes un peu plus loin que les 1,50 m, mais quand même à proximité de l'émetteur de la source. Le nuage de fumée de celui qui fume, il est quand même autour de celui qui fume. Si vous êtes à l'autre bout de la pièce, vous avez moins de risques. Et puis, donc, plus vous êtes à proximité, plus c'est dangereux. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui soit dans cette situation. S'il y a beaucoup de fumeurs dans la pièce, c'est une tabagie. S'il y a beaucoup d'émetteurs de coronavirus, c'est une coronagie. Voilà ce que je peux dire sur les aérosols. Est-ce que je peux en profiter pour vous poser une question, moi, du coup Vous avez droit, je crois. Là, je me donne cette permission-là. Est-ce qu'il y aurait une différence, ou quel est votre avis entre le port du masque chirurgical, papier qu'on achète auprès des pharmacies ou que nous avons à l'hôpital, effectivement, et le port de masques en tissu qui peuvent être faits de manière relativement différente en fonction des modèles? Alors oui, on a beaucoup avancé là-dessus, un peu par la pratique et par la nécessité, parce que les masques, vous avez vu, les débats scientifiques ont été très vifs au début. On avait un manque de masques. Et voilà. Quand on avait un manque de masques, je vais vous dire, le 26 janvier, c'était très tôt dans la pandémie, moi je me suis permis de tweeter une petite vidéo qu'un ami de Wuhan, qui était à ce moment-là à se débattre dans la pandémie de la vague pandémique effrayante qu'il y avait à Wuhan, m'avait envoyé. Cette vidéo montrait comment, avec 1 mètre de papier toilette et un petit bout d'élastique, on pouvait faire un masque soi-même
qui vous couvrait le nez et le visage, et la bouche, pardon. Et je pensais que c'était très bien en cas de pénurie. Et lui, il l'avait fait, c'était l'inventivité des Chinois légendaire, il l'avait fait parce qu'ils étaient déjà en pénurie de masques. Sachez qu'aux hôpitaux universitaires de Genève, tous nos masques étaient faits à Wuhan. Donc quand j'ai vu ça, j'étais un peu inquiet. Mais bon, toujours est-il que j'ai fait ce tweet et que d'ailleurs certains de mes collègues m'ont reproché en me disant « mais c'est inconscient, irresponsable de faire un tweet pareil, les gens vont se mettre ce masque se croyant protégés alors qu'il n'est pas normalisé ». Moi, je pense qu'il vaut mieux mettre un masque que pas mettre de masque. Je pense que le masque, qui permet de filtrer des gouttelettes liquides de postillon, c'est toujours bien. Et d'avoir 6 ou 7 couches de papier toilette, c'est tout à fait efficace. Ça a été très bien montré par la suite, en plus que les masques en tissu sont très efficaces. Ils sont peut-être même plus efficaces que certains masques en termes de filtration, que certains masques chirurgicaux. Il faut bien sûr qu'ils soient couvrants, il faut qu'ils soient de plusieurs épaisseurs, il faut qu'ils suivent les normes, il y a des normes, mais à tout le moins, il faut qu'ils soient faits de plusieurs épaisseurs de tissu et qu'ils soient bien couvrants du nez et de la bouche. À ce moment-là, vous avez un masque qui est tout à fait performant. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus désormais, qui montrent désormais qu'en fait, il n'y a pas de différence, voire parfois, il y a peut-être même un intérêt à avoir des masques en tissu. Il faut savoir que le masque en tissu, si vous faites une conférence, un cours, si vous devez parler, il est moins facile de comprendre votre voix. Le masque, il étouffe un peu plus la voix. Donc parfois, le masque chirurgical, quand vous êtes sur un plateau de télévision ou que vous donnez un cours à l'université ou à l'école, ça peut être un peu plus agréable pour vous et pour vos auditeurs. Sinon, juste un point pour dire que les masques FFP2, qui sont une norme très élaborée des masques qu'on utilise en milieu de soins, n'a jamais montré sa supériorité en pratique, c'est-à-dire dans des essais randomisés face au masque chirurgical. Il est plus efficace en laboratoire, il filtre mieux, mais il est tellement difficile à mettre et à garder et à porter que probablement, même les soignants, souvent, ne l'utilisent pas très très bien et font des fautes d'asepsie ou de filtration qui vont faire que ces masques se rendent en fin de compte pas meilleurs que les masques chirurgicaux. Donc les masques chirurgicaux, c'est très bien. Les masques en tissu, c'est très bien aussi. À mon avis, c'est à préconiser parce que si sur le plan écologique, c'est bien meilleur. C'est beaucoup de déchets plastiques, les masques en chirurgicaux. Et je crois que c'est une très très bonne garantie, pas totale. Il faut donc continuer à minimiser les autres risques en milieu intérieur, mais je pense que le masque est tout à fait recommandé. Merci. Et oui, effectivement, les FFP2 sont compliqués à mettre et à garder longtemps. En tant que physio qui fait, voilà, nous faisons des soins respiratoires, et effectivement, c'est compliqué. Et oui, j'imagine. Pendant 4 heures, quand on doit faire les tournées auprès des patients. Ouais. Alors, si je reprends les questions qui ont été posées par écrit, je continue la liste. Je vais devoir vous quitter assez précisément à 19h30 parce que j'ai un autre rendez-vous. Et puis, on avait dit qu'on termine à 19h30. Dans les questions qui sont là, alors je vais parce qu'on a un temps qui est du coup limité. Gaëtan avait posé une question par rapport au R0 et au RE. Est-ce qu'on prend cette question-là ou est-ce que on prend la dernière qui est en lien avec l'ampleur des mesures barrières? Est-ce qu'il est-elle donc en adéquation avec les critères de sévérité du virus? Alors rapidement, R0, RE. R0, c'est au temps zéro d'une épidémie. RE, c'est lorsque l'épidémie avance. Donc on voit le RE qui baisse, on ne voit jamais le R0 qui baisse. Mais en revanche, le R0, dans votre famille, si vous avez, on va dire, un dîner de famille ou un mariage et qu'il y a une épidémie, on pourra calculer le R0 si tout le monde est susceptible, si personne n'a eu de contact préalable avec le virus. Et si personne ne prend aucune mesure barrière. Le R0, c'est vraiment à la toute origine d'une maladie, c'est dans la phase exponentielle de démarrage, alors que personne n'a vu le coup venir, on voit émerger une maladie, on calcule le R0. Mais ça se reproduit parfois dans des situations, je vous parlais d'un mariage, ça peut être dans une entreprise, si personne ne fait rien, mais dès qu'on commence à avoir des mesures barrières, d'autres mesures, ou qu'il y a des gens qui ont qui eux-mêmes font barrière parce qu'ils ont été immunisés, on va parler du R effectif.
Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les mesures sont proportionnées? Ben, c'est vous qui le dites, qui le savez aussi bien que moi. Si elles vous paraissent disproportionnées, c'est que vous avez la perception que le risque est faible et qu'on en fait trop. Mais probablement, il y a des politiques qui pensent que le risque est plus élevé. Alors, ce n'est pas qu'ils vous le cachent, c'est que eux, leur analyse ou que leur conseil scientifique leur dit le risque est inquiétant. Personne n'est capable de prédire cette épidémie au-delà de 7 jours. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Nous, en tout cas à l'Université de Genève, on prétend qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui, comme je prétendrais qu'on ne prédit pas bien la météorologie au-delà de 7 jours non plus. On ne prédit pas le Covid au-delà de 7 jours. Donc, ce n'est pas sur des prévisions, ce n'est pas que les politiques savent prédire à 3 mois, c'est qu'ils ont peur aujourd'hui de l'évolution et donc ils prennent des mesures en fonction. Si vous trouvez qu'elles sont excessives, c'est que votre perception est un peu en décalage par rapport à celle des politiques, et ce n'est pas forcément celle des politiques qui est la meilleure. En tout cas, ils n'ont pas plus de moyens que vous de prévoir ou de prédire au-delà de 7 jours. Et pour vous dire, pour ma part, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est plutôt pas mal de prendre des mesures parce qu'on a l'impression que ça bouillonne dans toute l'Europe, pas simplement en Suisse, quoi. Merci. Voilà, merci à vous. Merci à tous et puis merci de votre participation, de vos questions. Merci Axel pour l'organisation très parfaite de ce séminaire et puis donc à bientôt j'espère. À bientôt. Merci pour vos réponses claires et puis merci aux participants. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Hop. Cool. Bonne soirée à tout le monde. Alors, je réponds à l'oral. Vous m'entendez toujours? Oui? Oui, j'ai gardé mon micro. Oui, Gaëtan demande si vous aurez le PDF. Oui. Antoine Fléau va me l'envoyer en format ouais, donc PDF, la présentation PowerPoint. Puis comme ça, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas qui est Gaëtan en fait. Ah oui, Gaëtan est là. Voilà. Donc oui, je vous envoie le PDF quand je le reçois. Sans faute. Merci d'avoir participé. Merci d'être toujours bienveillant. Je trouve que c'est toujours très chouette d'avoir des temps comme ça d'échange qui se passent bien. C'est comme ça ça nous permet d'avancer et puis d'avoir d'autres personnes avec qui on peut discuter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc sortez masqués pour la fin de semaine. Je vous embrasse. Salut.